c'est quoi? C'est comme un passe-plat? Parce que j'ai déménagé un copain, je raconte ma vie en attendant, mais il avait le vieux trou dans le mur entre la cuisine et le salon. Il a la même chose que toi, mais avec des vitres. Yannick, bienvenue dans cette nouvelle Bonjour. librairie. Bonjour à toutes et à tous. Alors Yannick, tu es bien connu du réseau. On va te présenter. Tu es un ancien journaliste économique. Tu es un homme de lien qui fait le lien entre différentes sciences, si on peut dire. Mais aujourd'hui, tu es là pour un projet que tu as lancé en 2015 avec ton épouse, qui est le métier d'éditeur, les éditions de la Mer Salée. Et tu es là pour ton ouvrage. Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie. Alors cet ouvrage devait sortir en octobre et sorti en octobre. On a reporté plusieurs fois notre librairie à cause de la situation, donc on est très content de te recevoir aujourd'hui. Avant de rentrer un peu plus dans le détail du livre, eh bien, je te laisse compléter ce que j'ai dit sur toi, si tu veux, et puis nous présenter l'ouvrage. Oui, alors en deux mots, passeur, ça me va bien parce que moi j'essaye de faire des liens entre l'économie, la finance, l'écologie, la philosophie, toutes les notions qui pour moi sont inséparables, c'est-à-dire elles sont complexes, elles sont liées entre elles, donc on ne peut pas aborder l'avenir, le futur si on ne traite pas tout en même temps. Donc j'essaie de comprendre ce qui nous arrive, ce qui peut nous arriver dans les prochaines années. On appelle ça de la prospective pompeusement, j'aime pas trop le mot, c'est pas très joli, mais l'idée c'est ça, c'est d'essayer d'anticiper ce qui peut arriver à l'humanité sur fond d'une prise de conscience écologique très forte, puisque j'essaie d'éveiller les consciences dans les clubs et ailleurs sur réveillons-nous, réveillez-vous, parce que si on ne bouge pas, la trajectoire linéaire est très inquiétante. Et donc, je suis éditeur une partie de mon temps avec mon épouse Sandrine, et on édite des livres engagés sur l'écoféminisme, l'utopie, la pollution, des romans utopiques, parce que la dystopie, ça suffit. On Oui. en a marre d'avoir des scénarios sombres, il y en a suffisamment sur Netflix et OCS. Il serait peut-être temps de proposer à nos jeunes et à nos moins jeunes des univers enthousiasmants qui vont leur permettre de créer un autre futur dans les prochaines années. Voilà. Parfait, ça colle bien à ce que les gens connaissent de toi dans le réseau, j'imagine. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de quoi est constitué cet ouvrage? Parce il est scindé en plusieurs moments. Bien, c'est à toi, je te laisse. En fait, l'idée de ce livre, au départ, c'était il y a quelques années, il y a 8 ans, en 2013, quand on a créé la Mer Salée, j'ai publié un livre sur la collapsologie qui s'appelait La nouvelle controverse, comment les grandes civilisations s'effondrent. Et puis, au fil des années, j'ai traversé mes peurs, j'ai traversé l'obscurité, et j'ai fini par me dire, ça va pas se passer comme ça. Il va se passer des choses incroyables qui vont nous obliger à bifurquer, à changer de trajectoire. Et c'est là qu'interviennent les phénomènes inattendus et improbables tout au long de l'histoire de l'humanité. On en parlera peut-être. L'histoire est jonchée d'événements qui surgissent et qui n'étaient pas prévus. Et après avoir fait ces analyses historiques et avoir réfléchi à comment des événements improbables nous font bifurquer et comment la linéarité n'existe pas, je me suis dit qu'il fallait écrire un livre à l'attention des jeunes, notamment, de la jeune génération, pour pas qu'ils lâchent, qu'ils nourrissent un autre futur et surtout qu'ils gardent espoir, parce que je trouve que le climat actuel est très anxiogène, qu'il soit politique, pandémique, économique. On leur propose un no futur, comme dit Banksy avec son très beau dessin de l'enfant qui tient le ballon et il n'y aura plus rien. Et c'est notre responsabilité, nous les adultes, de leur dire ça peut se passer autrement. Parce que l'histoire nous prouve que ça s'est toujours passé autrement. Ça veut dire que ça peut être pire. Le dérèglement climatique peut être pire que ce qu'on attendait. Et en même temps, ça peut être aussi bien meilleur parce qu'il est encore temps d'agir, il est encore temps de faire des choses. Et pour cela, on a la capacité à agir sur le futur. Ça, c'est une notion que je développe dans la dernière partie. C'est-à-dire que nos intentions excitent une réalité qui est latente dans ce qu'on appelle le multivers. Alors là, on est dans le domaine de la physique, hein, c'est pas moi qui l'ai compris, tout ça, c'est des physiciens de haut niveau. Et donc, l'idée de ce livre, c'est d'avoir plusieurs volets, un volet constat où on en est, pour qu'on en est là, en quoi c'est une bonne chose de ce qui nous arrive, même si la pandémie a créé beaucoup de souffrances, de mal-être et de difficultés économiques. Comment ça pourrait se passer dans les 10 prochaines années? Je parle de la grande bifurcation, je pense qu'on est arrivé à la grande bifurcation. Et dedans, j'ai mis des nouvelles aussi, 2 petites nouvelles, parce que je pense que faire passer une compréhension du futur par un récit, c'est plus efficace que par un traité d'essai, en quelque part, par une démonstration. Avant de parler sur ces grands moments de bifurcation, je veux juste revenir sur le mot intention que tu as dit. Et ça me fait penser, et je t'associe souvent, alors ne m'en veux pas, je ne sais pas, à Maximilien Brabec. Dans ce côté, finalement, tout ce qui nous entoure, ça peut être positif comme négatif, tout dépend toujours de l'intention. Et c'est bien de le rappeler pour se dire que finalement, si on en est là aujourd'hui, c'est peut-être qu'à un moment, il y a eu des mauvaises intentions, volontaires ou non. Mais en tout cas, l'intention fait que ça peut aussi rebasculer. Ça dépend de nous, quoi, finalement.
Exactement. L'être humain a beaucoup plus d'influence qu'il ne le pense sur la réalité, sur le surgissement d'événements. Alors, c'est tout le travail des synchronicités de Carl Gustav Jung. Et, et même, c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire qu'on peut vivre la pandémie dans la souffrance et la douleur en se plaignant que le monde d'avant est en train de disparaître et qu'on ne retrouvera pas les niveaux de croissance d'avant. Comme on peut se dire que c'est une formidable opportunité de se remettre en question, de se transformer. Et pour la jeunesse, je pense qu'il y a une belle opportunité en sortie de crise parce qu'il va falloir reconstruire quelque chose et ça a déjà commencé. Oui. Donc, j'ai souvent comparé la période actuelle à la Renaissance. Là, on est au milieu de la Renaissance, on est au milieu du gué. La civilisation hyper-consommation, destructrice, polluante est en train de s'effondrer. Un autre monde est en train d'apparaître. Alors, ce n'est pas pour le mois de septembre, hein, l'autre monde. Il ne faut pas rêver, ça va prendre quelques années, mais c'est en cours. Et à l'échelle de 10 ans, 15 ans, il va se passer des choses incroyables. Et on le voit déjà. On voit le monde étudiant, comment il se comporte à l'égard des entreprises. Ils n'ont plus envie de travailler pour détruire, polluer, des choses qui n'ont pas de sens, uniquement pour de l'argent et de la croissance. Ça, déjà, ça commence à changer. Et la pandémie est un accélérateur de prise de conscience. Ouais. On a vu beaucoup de dirigeants dans des clubs APM que j'ai rencontrés ces derniers mois qui m'ont avoué avoir redécouvert le temps de la contemplation, le temps d'écouter un oiseau, de regarder un lever de soleil. Et ça les a transformés, ça leur a donné envie de manager leur entreprise différemment dans les prochaines années. Mais c'est intéressant parce que tu fais bien, c'est ce qu'on a dit, tu es une passerelle, un lien. Tu reprends aussi ce que Blanche nous expliquait récemment dans une librairie, c'est que finalement, il faut voir les choses différemment. Il faut se laisser le temps. Et ce qu'on a pu subir, notamment l'année dernière, comme un frein et un poids impossible de se dire on est les pieds, les mains liés, on n'a plus le temps. Enfin, on a le temps, mais on n'a plus le temps d'agir finalement, puisqu'on est complètement paralysé. L'intention de voir ce temps différemment fait qu'aujourd'hui, ça a bien germé. Et donc, tu vois, c'est bien, vous complétez quand même, vous êtes un sacré noyau d'experts qui est dans une même lignée. Et je pense que c'est important pour les dirigeants. Alors, on va parler de ces bifurcations. Avant, je vais te poser une question qui me semble un peu complexe, mais tu vas essayer d'y répondre. Cette notion d'improbable, à quoi on peut l'associer? Est-ce que c'est finalement improbable quelque chose de sanitaire, de naturel, ou est-ce que l'improbable peut aussi être ailleurs, plus de l'origine humaine, j'ai envie de dire, mais très concret. Tout à fait sûr. J'appelle improbable dans ce livre ce qui est inattendu, ce qui surgit. Et on l'appelle improbable pourquoi? Parce qu'il n'est pas probabilisé. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans les scénarios que l'être humain se fait. Ce sont des choses qu'on écarte parce qu'il y a tellement peu de chances que ça se réalise qu'on n'en tient même pas compte. Et donc, aujourd'hui, on a eu cette pandémie qui était probable, mais qu'on a considérée comme inattendue parce qu'elle a surgi, mais elle était probable. On savait que l'élevage industriel, la mondialisation, notre façon de déforester les forêts amazoniennes et autres allaient créer des problématiques sanitaires. Aujourd'hui, ce qui est improbable, à mon avis, et qui peut surgir rapidement dans la décennie, c'est un large mouvement citoyen de jeunes, par exemple, au niveau mondial. On a vu avec les marches pour le climat que les jeunes commençaient à se mobiliser. Imaginons ce que personne n'anticipe comme réaliste aujourd'hui, que des millions de jeunes à travers la planète créent un sitting pacifiste, s'assoient, fassent des disco-soupes, se mettent à discuter, à danser et dire on arrête l'économie, on la bloque de manière totalement pacifiste. On bloque l'économie mondiale en quelques semaines. Et ça serait une forme de révolution douce, comme a pu le faire Gandhi en son temps. Ça, c'est totalement improbable. Autre événement improbable, ce sont des énergies qui se mobilisent et qui proposent soit des découvertes technologiques nouvelles, énergétiques par exemple, l'énergie du vide qu'on utilise très peu, soit des organisations humaines où la croissance ne devient plus la priorité, ça va être la prospérité, la frugalité qui vont devenir l'objectif d'une vie. Tout ça, ça fait sourire les gens quand on leur en parle. Ils me trouvent bien utopiste, en ce sens, de manière assez péjorative pour eux. L'utopie, pour eux, c'est irréalisable. Péjoratif, l'utopie. Et je ne cesse de leur dire que les empereurs romains ne s'imaginaient pas disparaître, le Sénat romain non plus, et pourtant, ils ont disparu. Et donc, tout ce que l'être humain peut faire dans les prochaines années va générer un changement de civilisation, c'est-à-dire changement de philosophie, changement d'économie, changement de gouvernance. Mais quand on en parle aujourd'hui, ça paraît improbable. Et ça, c'est l'être humain qui en a la responsabilité. Puis après, il y a tous les événements naturels sur lesquels on n'a aucune action, comme une éruption solaire. Sur cette notion d'improbable, quand je t'écoute, je me fais peut-être la voix de certains, ou peut-être que je me trompe. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée de se dire, à la base, quand on pense improbable, on pense quelque chose de négatif qui va arriver? Parce que là, on entend des choses improbables qui sont plutôt positives, même très positives. Est-ce que ça te semble cohérent de se dire, d'habitude, ce qui est improbable, c'est quelque chose qui va nous paralyser, qui va être un problème, qui va être difficile à gérer? En fait, derrière la notion d'improbable, comme tu l'as dit, c'est des choses qui ne sont pas attendues, donc c'est l'incertitude.
Et manager l'incertitude, gérer l'incertitude, vivre l'incertitude, beaucoup d'êtres humains n'y arrivent pas. Parce que l'être humain est un animal, on reste des grands primates, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et les grands primates sont des animaux peureux, on a peur. À tel point qu'on reste toujours assis sur la même branche et avant de sauter vers un arbre un peu plus intéressant, on va dire, ou porteur, il va falloir qu'il ne soit pas trop loin cet arbre pour ne pas se casser la figure. Et donc, on est dans une zone de confort. Et dès qu'on parle d'improbable et d'incertitude, on met les gens en danger intellectuel parce qu'ils ne maîtrisent plus quel sera le monde de demain dans 20 ans, dans 30 ans. Et par exemple, pour être très concret, je suis convaincu qu'on va vers la civilisation de la frugalité. On va consommer beaucoup moins, on va se déplacer beaucoup moins, et beaucoup de gens vivent ça comme une régression. Certains parlent d'écologie punitive. On va me punir, on va m'empêcher de manger du Nutella, une côte de bœuf, et de prendre 5 fois l'avion le week-end pour aller d'une capitale à l'autre. Parce qu'ils s'imaginent que la frugalité, c'est triste. Voilà. L'incertitude fait peur. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on a peur. Et donc, pour accepter l'incertitude et l'improbable, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter, se mettre dans une sorte de danger intellectuel, mais ce n'est qu'un danger intellectuel. Et c'est là où on revient à la façon de percevoir les choses. Ouais, donc tout est bien une question d'intention. Ouais, tout à fait. Alors, on va se projeter un petit peu. Donc, dans cette dernière partie de l'ouvrage, tu abordes, je vais le montrer, 2050, bienvenue en 2050, et donc c'est la fiction. J'aime bien aussi ta posture dans le réseau, c'est de dire, je n'amène pas une vérité absolue, mais j'aiguille, j'éclaire et je peux donner quelques conseils. Alors, pour justement gérer cet improbable à l'avenir, qui arrivera, encore une fois, aussi positif soit-il, est-ce que tu peux nous orienter un petit peu vers des actions individuelles et collectives qui sont importantes dans les années à venir, dans les mois à venir, et qui permettraient d'avoir une bonne intention vers cet improbable ou d'amplifier cet improbable, de l'accompagner? Je pense que pour nourrir un futur soutenable au sens climatique et de la biodiversité, pour que les enfants qui naissent aujourd'hui vivent avec un air respirable, une eau potable de qualité et qui ne vivent pas dans des cyclones, des tornades et des guerres pour l'eau et l'alimentation, ce qui est un scénario possible, mais il faut que dès aujourd'hui, les gens se posent des questions de leur rapport à la consommation. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un téléphone neuf pliable? Est-ce que j'ai besoin de changer de voiture tous les 2 ans? Est-ce que j'ai besoin de changer mon téléviseur? Est-ce que j'ai besoin d'acheter des pulls et des vêtements le week-end dont je n'ai pas besoin, j'en ai plein mon armoire? Ce que j'appelle une déconsommation choisie. Ça, c'est la première chose. Et ça veut dire que ça nous amène à nous interroger sur qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui a du sens pour moi. Et dès lors qu'on s'interroge sur ai-je besoin de cet objet? Combien de temps va-t-il me rendre heureux? Quel est son impact sur les autres, sur le vivant? On se rend compte qu'on n'a plus besoin de beaucoup de choses. Et donc, on entre dans une forme de frugalité choisie, de stoïcisme un petit peu. On devient beaucoup plus simple dans sa façon de vivre, mais ça libère de la place pour plus d'humanité, plus de contemplation du vivant, donc plus de joie, plus de sourire. Et ça, c'est ce que tout le monde devrait essayer de faire aujourd'hui. J'ai bien essayé parce qu'on n'est pas tous dans le même cheminement philosophique, mais on devrait tous essayer de se passer d'habitudes de consommateurs boulimiques qui n'ont pas de sens et qui sont extrêmement destructrices. Et je rencontre encore des dirigeants dans des clubs qui me disent « Non, mais Yannick, moi, si je prends plus l'avion le week-end, si je peux plus jouer au golf, si je peux pas changer de voiture, c'est pas drôle ce que tu me proposes. » Et je comprends très bien leur position. Est-ce que ça, c'est aussi peut-être dû à cause de l'ancien modèle qui disait que surconsommer, c'était une forme de réussite? Complètement. Et que le bonheur passait par la surconsommation? On évaluait la réussite d'un homme ou d'une femme à ce qu'il possédait matériellement, et je suis convaincu que dans 10 ans, et ça a déjà commencé, on évaluera la réussite, entre guillemets, d'un homme ou d'une femme à ce qu'il fait, à ce à quoi il contribue pour les autres, et ça doit lui procurer du plaisir. Oui. Donc une contribution au monde, une autre façon d'habiter le monde qui fera toute la différence. Et habiter le monde autrement, c'est s'interroger au quotidien sur tout ce que l'on fait et tout ce que l'on ne doit pas faire. C'est-à-dire qu'on doit remettre de l'éthique et de la morale dans nos actions, parce que les gens ne cessent de dire « j'ai bien le droit de manger du Nutella ». Eh bien non, je suis désolé. Vis-à-vis d'un enfant qui a 5-6 ans aujourd'hui, tu n'as pas le droit de manger du Nutella si ça déforeste Bornéo. Parce que tu es en train de lui enlever un avenir vivable. Et c'est quand même, si l'avenir de nos gosses, de nos gamins, ne vaut pas un pot de Nutella, ne vaut pas une entrecôte de bœuf tous les midis, on est mal parti. C'est même pas la peine d'essayer. À un moment, on se rend compte qu'on demande aux gens des micro-aménagements, surtout en Occident. C'est nous qui avons 10% de la population mondiale réalise 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a une grosse responsabilité. Si les Occidentaux ne font pas un premier pas, les pays qui sont moins développés, entre guillemets, ne pourront pas le faire non plus. Ils ne nous suivront pas. On a un devoir d'exemplarité et de montrer une voie qui va être frugale matériellement, peu impactante sur le vivant, et de régénérer, contribuer à régénérer la nature, et auquel cas on va créer un nouveau modèle, entre guillemets. Mais s'il ne vient pas de nous, il viendra de quelqu'un d'autre, de toute façon. Oui.
sur cette notion d'intention, là, on sent bien une énergie positive. Là, en arrivant au bureau, je vois des gens en terrasse qui sont dans la consommation, mais dans la consommation comme un acte citoyen, j'ai envie de dire. Est-ce que tu n'as pas peur que ce soit un effet de mode, ce retour au collectif, et qu'on va revenir quand même à un moment à l'individualisme, parce que c'est quand même finalement ancré en nous depuis quelques générations, et que, comme on en avait parlé l'année dernière dans le live, l'applaudissement et la considération des aides-soignants, par exemple, c'était vraiment important, qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Est-ce que tu sens quand même que cette énergie va tenir, ou l'improbable et le retour à l'individualisme peut arriver aussi rapidement? En fait, c'est un mélange des deux, c'est là où ça devient complexe. C'est qu'on est toujours sur une ligne de crête où c'est jamais binaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer d'un monde où on a fait l'apologie de l'individu à un monde qui va devenir extrêmement collaboratif, coopératif. Donc, ce qui fait que, mais à chaque étape, et la pandémie en est une, on franchit une marche d'un escalier où il y a encore peut-être 50 marches à monter d'ici 2030-2040. Donc là, on a franchi une marche. Donc, une grande partie de la population va se ruer ce week-end dans les grandes enseignes, dans toutes les enseignes alimentaires et autres, pour faire le plein de caddies, le plein de vêtements. Et les médias vont nous dire, vous avez vu, le monde d'après, ça n'arrivera jamais. Mais on oublie de montrer que, en même temps, et c'est le « et », c'est en même temps, une partie moindre de la population, mais plus importante qu'elle ne l'était il y a 3 ans, commence à se comporter différemment. Donc, tu vois, c'est un mélange des deux. Ouais. Ce mélange des deux est en train de s'articuler et arrivera à ce que j'appelle la grande catalyse, le point de bascule, où le curseur est passé du côté clair de la force et le côté sombre devient minime. Et à ce moment-là, le monde change, puisqu'on sait que quelques individus suffisent à changer le monde, mais il faut qu'on arrive à monter encore quelques marches. Donc moi, je vois tout ce qui se passe actuellement avec sérénité. Je me dis, oui, les magasins vont être pleins ce week-end, les terrasses vont être bondées, c'est très bien, les terrasses bondées. Certains vont reprendre des vieilles habitudes individualistes, égocentriques, mais c'est pas si grave, parce que d'autres sont déjà en train de changer. Ce qui m'inquiète plus, c'est la temporalité. Est-ce qu'en 10 ans, on va réussir à basculer? On va arriver à cette bascule. D'où la nécessité qu'il arrive des choses inattendues pour qu'on bascule vraiment. Parce que si on reste sur une ligne droite, on ne basculera jamais d'ici 2030-2040 vers une neutralité carbone. Ça me semble être une belle phrase de conclusion sur l'intention du livre. Alors, je précise que, comme tous les sujets et les supports culturels, donc le livre ressort en librairie, comme tu nous as dit en off tout à l'heure, comme les films qui ont subi la fermeture des salles sont de nouveau à l'affiche. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à cet ouvrage? Est-ce qu'on peut lui souhaiter de finalement, à un moment, être considéré comme obsolète parce que tout le monde a pris le pli? Ou est-ce qu'on peut lui souhaiter quand même d'être toujours bien présent dans l'esprit des gens? Encore une fois, c'est peut-être vite, mais... Moi, ce que je lui souhaite, c'est d'être lu, de passer de main en main, d'être lu par beaucoup de gens, parce que quand on fait ce travail d'écriture, c'est qu'on a envie de toucher les gens. Et si on arrive à en toucher quelques milliers, quelques milliers serait déjà pas mal, ben, ça veut dire qu'il n'a pas été écrit pour rien et qu'il a vécu sa vie. Et après, voilà, il faut que ça circule. Il faut que les écrits circulent, il faut que les idées circulent. Mais je lui souhaite de beaucoup circuler à ce livre. Et voilà, maintenant, il ne m'appartient plus, il appartient au lecteur. On espère que la librairie de l'APM permettra ça aussi. Et je pense que de toute façon, tes interventions dans notre réseau et ailleurs permettent aussi le relais de cette parole, et le livre n'est qu'un moyen et complète tout le reste. Alors, on va venir un petit peu plus sur toi pour conclure ce temps. L'habitude qu'on a, c'est de demander la bibliothèque idéale aux intervenants pour 2 raisons. Soit parce que ça va permettre de te connaître un petit peu plus, parce qu'on sait très bien que les livres permettent de découvrir les gens différemment, mais ça peut aussi permettre de compléter ton propos avec d'autres auteurs et de découvrir aussi d'autres choses. Donc, à toi de choisir si tu as envie qu'on te découvre plus ou si tu as envie d'étoffer tes propos sur cette notion de prospective qui ne te plaît pas toujours, mais qu'on utilise beaucoup dans le réseau. À toi de choisir. Les deux, tu peux aussi. Non, mais je vais te donner des pistes de lecture que, de manière générale, moi, j'aime beaucoup la bande dessinée. Donc, je pense que tout le monde devrait lire un peu de bande dessinée. Ça permet de se projeter de manière très artistique dans un autre monde. Ça me permet d'avoir. J'ai lu pas mal de choses en bande dessinée très intéressantes. Et si j'avais un auteur à recommander, c'est Hugo Pratt, les sagas de Corto Maltese, qui ont donné lieu au nom des éditions La Mer Salée. Premier roman, La balade de la mer Salée de Corto. Donc Corto aussi, je m'y replonge régulièrement. J'aime bien ce côté mystique de Corto Maltese. En lecture de livres sérieux, le livre qui m'a sans doute le plus marqué, c'est Edgar Morin, La Voix, il y a quelques années.
parce que ça permet de bien comprendre la complexité du monde dans lequel on vit. Et puis, à titre de divertissement, de loisir, bon, voilà, il y a plein de livres à lire. Moi, j'adore les livres historiques, les grandes fresques historiques. Et je suis assez fan des premiers Ken Follett sur le siècle, par exemple, la chute des géants ou alors les piliers de la Terre. Donc voilà, de l'histoire à travers les livres, du rêve à travers la bande dessinée, et puis un peu de sérieux avec Edgar Morin et bien d'autres penseurs et philosophes de la même acabit. Et puis, Edgar Morin est une voix à écouter, puisqu'il a quand même traversé, vu son âge, il est quand même. C'est un œil avisé sur ce qui s'est passé et il faut vraiment l'écouter. Je partage avec toi. Et n'oubliez pas qu'Edgar Morin est présent dans notre duo de livres de la Convention de Bordeaux. C'est important de l'avoir en tête. Yannick, merci beaucoup. Merci à toi. Donc à très bientôt, à travers cet ouvrage dans les réseaux, dans les rencontres, et puis probablement dans d'autres projets que nous avons entamés et dont on parlera un petit peu plus tard. Merci Yannick, à bientôt. Merci. À bientôt.